Maîtresse. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de l'écrivain, nous sommes avec Patrick Avrane, psychanalyste, écrivain, auteur de nombreux essais comme Les Pères encombrants ou La petite psychanalyse de l'argent aux presses universitaires de France. Mais il a également consacré une biographie à Barbey en 2000 aux éditions d'Esclade Brouwer et édité depuis sous le titre Barbey d'Aurevilly, solitaire et singulier, mais cette fois aux éditions Campagne Première. C'était en 2005. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Je suis réellement né le jour des morts, à 2h du matin, par un temps du diable. Je suis venu comme Romulus s'en alla, dans une tempête. Comme Fontenelle, je faillis mourir 1 heure ou 2 après ma naissance, mais il y a de bonnes raisons pour que je meure avant 100 ans. Il paraît que le cordon ombilical avait été mal noué et que mon sang emportait ma vie dans les couvertures de mon berceau. Quand une dame, mon premier amour secret d'adolescent, amie de ma mère, s'aperçut que je pâlissais et me sauva non des eaux comme Moïse, mais du sang, autre fleuve où j'allais périr. La destinée est singulière. Une femme me sauvait pour que je l'aimasse 13 ans plus tard, avec cette timidité embrasée qui est la plus terrible maladie que je sache. Lecture d'un extrait de lettres de Jules Barbey d'Aurevilly. Bonjour Patrick Avrane. Bonjour. C'est vraiment toute une histoire, cette naissance de Jules Barbey d'Aurevilly, avec son histoire de cordon ombilical qui aurait été mal noué. Est-ce qu'on peut réellement y croire selon vous ? C'est exactement la façon dont Jules Barbey d'Aurevilly nous raconte sa vie. C'est-à-dire que la seule chose dont on est certain, c'est qu'il est effectivement né le 2 novembre 1808, que c'est effectivement le jour des morts et qu'il est né à Saint-Sauveur-le-Vicomte. L'histoire raconte aussi qu'il est né non pas dans sa maison parce que sa mère n'avait pas voulu arrêter une partie de whist, donc il est né dans la maison de son oncle où sa mère était en train de faire cette partie de whist. Légende encore. Légende peut-être, en tout cas, ça c'était pas la sienne, c'était celle de la famille. Sa légende, c'est effectivement de lier tout de suite sa vie au sang, aux femmes et, on pourrait dire, au drame. Il y a un mot qui vient immédiatement en tête, vous êtes psychanalyste, je vous le livre, c'est évidemment le mot fantasme. On est dans le fantasme avec Barbey d'Aurevilly, dans sa vie et aussi dans son œuvre. On est dans l'écriture du fantasme, c'est-à-dire que Barbey d'Aurevilly a une vie qui est, on peut dire, quand même toujours une vie passionnée, mais c'est une vie en même temps qu'il voue du premier jour, visiblement, comme il raconte sa naissance, jusqu'au dernier jour à l'écriture. Et l'écriture dont il nous fait part, et c'est d'ailleurs pas étonnant que les remarques que vous avez citées tout à l'heure de Victor Hugo et de Baudelaire divergent complètement, l'écriture dont il nous fait part, c'est une écriture du fantasme. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, effectivement, a soutenu Baudelaire, quand il y a eu le procès pour les Fleurs du Mal, comme il a soutenu, bien que ce soit quelqu'un auquel il était fortement opposé, il a soutenu Flaubert lors du procès pour Madame Bovary. C'est-à-dire qu'il savait reconnaître, on pourrait dire, la vérité du fantasme. Et c'est ça qu'il nous décrit dans sa vie et dans ses romans, dans ses écrits. Mais vous avez essayé de le sonder, un peu en psychanalyste quand même, et vous avez essayé de révéler tout ce qu'il y a d'inconscient dans sa littérature. C'est tout de même très présent, non ? Ce qu'il y a d'inconscient dans sa littérature ne dit pas ce qu'il y a d'inconscient dans son être. Le psychanalyste ne peut pas psychanalyser quelqu'un à travers ses écrits. Ce que je pense simplement, c'est que les écrits de Barbey d'Aurevilly peuvent donner des pistes pour comprendre. Pour comprendre quoi ? Notamment tout ce qu'il en est de ce que Freud appelait le continent noir, c'est-à-dire ce qu'il en est du désir des femmes, de la sexualité féminine, et qu'est-ce qui fait qu'une femme peut avoir un désir. Et de l'inceste aussi, qui est tout de même un thème extrêmement récurrent dans les romans de Barbey d'Aurevilly. C'est un thème récurrent, c'est le dernier texte qu'il écrira, c'est le seul texte d'histoire qu'il écrira, puisqu'il raconte effectivement les amours incestueux
d'un frère et d'une sœur. Mais c'est récurrent tout en étant à côté, c'est-à-dire que pour lui, l'inceste n'existe pas véritablement. Il n'y a pas d'inceste dans la mesure où il n'y a pas véritablement de désir pour une femme qui ne soit marqué de désir pour quelqu'un de proche. Il y a aussi cette idée que de toute façon, quand on vit avec quelqu'un, le désir s'amenuise à cause de tous ces petits détails agaçants de la vie quotidienne, et que pour cette raison, l'inceste qui devrait être naturel finalement, qui lui semble d'une certaine manière assez logique, a très peu cours, Patrick Avrain. Oui, c'est ce qu'il raconte dans son premier roman, mais on peut dire aussi que la relation qu'il a avec les femmes tout au long de sa vie sera marquée de ses allers-retours entre des interdits, des relations consommées ou pas, des femmes qu'il rencontre et qu'il quitte, ou bien qu'il imagine. Alors on reviendra évidemment sur les femmes de Barbé d'Aurevilly. C'est un sujet, un thème très important à la fois dans sa vie et dans son œuvre. Il s'appelait lui-même Lord Anxious. Pour quelle raison ? Parce qu'il se considérait à la fois comme un émule de Lord Byron, et qu'il vivait, disait-il, avec l'anxiété au plus profond de son cœur. Et son anxiété, il la soignait de deux façons, par l'écriture et puis par le dandysme. C'est-à-dire qu'il n'était pas capable de sortir sans présenter l'image la plus belle qu'il pouvait présenter. Il préférait se réfugier chez lui plutôt que de sortir avec un bouton sur le nez ou bien des bottines qui n'étaient pas bien cirées. On comprend qu'il soit en effet assez anxieux. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de la biographie de Jules Barbé d'Aurevilly avec vous, Patrick Avrain. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa mère ? Quel genre de relation avait-il l'un avec l'autre ? Ma mère, si peu ma mère, hélas, c'est ce qu'il dit. Sa mère était lointaine, il en parle peu. Il la verra d'ailleurs relativement peu, puisque dès qu'il est parti à Paris, il n'est pas retourné la voir, il l'a revue peu de temps après. Il n'a pas de relation très proche, c'est le moins qu'on puisse dire, avec sa mère. Sa mère sans doute préférait son frère, son frère qui était juste un an de moins que lui. L'un des quatre. L'un des quatre, frères. Ils étaient quatre. Il y avait un écrivain, un prêtre, un mauvais garçon et un petit rentier. Léon, le deuxième frère, était sans doute le préféré de la mère. La mère est lointaine, la mère est chez lui quelqu'un qu'il ne rencontre pas et dont il rêve sans doute toujours. Chez toutes les femmes avec qui il a une relation un peu longue, il y a de la mère qu'il n'a jamais rencontrée. C'est une femme très catholique, très religieuse. Toute la famille est très catholique, très religieuse, très monarchiste. D'autant plus qu'ils sont nobles depuis peu de temps, ils ont été anoblis sous Louis XV. Ils sont en même temps été déçus parce que à la Restauration ils n'ont pas été reconnus et notamment Jules n'a pas pu rentrer au collège militaire royal dans lequel son père voulait qu'il rentre. Il y a quand même dans toute la vie de Jules Barbé d'Aurevilly cette désespérance de n'être pas le noble qui aurait pu être le brillant. Et bien évidemment, il a soutenu toutes les réactions. Alors, il n'est pas le noble qu'il aurait voulu être, mais pourtant, dans la famille, il y a quand même de très grands hommes qui sont aussi impressionnants. Je pense en particulier dans la famille maternelle à son grand-père, qui était un grand bailli, c'est ça ? Oui, mais c'est une figure un peu tutélaire, mais qui n'est pas véritablement inscrite dans l'histoire. C'est-à-dire que ce qu'il y a de particulier chez Jules Barbé d'Aurevilly, c'est qu'on peut dire qu'il n'hérite pas. Il n'hérite pas de ces personnages-là. Il n'hérite pas tout d'abord financièrement. Il tirera le diable par la queue toute sa vie. Et il n'hérite pas non plus d'une reconnaissance.
Il était originaire de Saint-Sauveur-le-Vicomte. À côté de Saint-Sauveur-le-Vicomte, il y a une ville qui s'appelle Valognes. Valognes était réputée pour être la ville la plus noble après Versailles. Et il n'a jamais été non plus accueilli dans les familles nobles de Valognes. Il était toujours un petit peu à côté. Sa famille est une famille austère, janséniste, une famille ultra aussi. Il y a donc ce personnage, Jean-François Barbé d'Aurevilly, l'oncle, qui est un personnage flamboyant, mais aussi d'une certaine violence. Donc on se retrouve avec des ascendances qui sont soit très austères, soit dans une espèce de force peut-être un peu mal maîtrisée. Oui, il y a ces deux ascendances-là, mais il y a aussi un troisième personnage qui jouera, à mon sens, un rôle plus important. C'est son oncle chez qui il habitera pendant ses études à Valognes, qui est médecin, et qui lui montrera les dessous. Les dessous des familles nobles qu'il soignait, et qui fera d'ailleurs notamment part à Barbé d'Aurevilly, enfin à Jules Barbé d'Aurevilly, un certain nombre d'intrigues qu'on retrouvera dans les Diaboliques. Et alors lui-même deviendra un personnage d'une des nouvelles des Diaboliques, le médecin en question. Vous dites aussi que c'est lui qui lui fait aller à l'école du matérialisme. Oui, c'est lui qui lui fait aller à l'école du matérialisme, bien qu'il ne soit pas profondément matérialiste. C'est-à-dire que il a cette haine de Zola. Je veux dire, mais en même temps, il a cette reconnaissance que, au fond de l'homme, il y a toujours quelque chose d'indépassable du côté du soin. Il a cette conception toute sa vie qu'il est un médecin des âmes, et il voudra aussi soigner. Ses traits étaient nobles. Et j'étais fier, ses moustaches se continuaient sur ses joues et exagéraient son hilar insolence. On eût dit qu'il avait beaucoup médité sur son propre masque jusqu'aux limites où il pouvait friser la caricature. Et pourtant, vraiment, ce n'était pas du théâtre. Le héros de la scène était en lui. C'était, faute de mieux, un héritage de ses nobles parents, les vrais connétables, ceux qui n'écrivaient pas. La tête toujours renversée quand il parlait, quand il se taisait, quand il écoutait et quand il marchait, était bien d'un homme altier qui se considère comme un souverain, même au fond d'une chambre garnie et à 40 francs par mois. Un témoignage de l'écrivain et dessinateur Ferdinand Bach qui date de 1948, Patrick Avran. Cette posture altière dont il était à l'instant en question, on peut imaginer qu'il l'arbore dès l'adolescence. Son dandysme, c'est peut-être aussi une manière de se protéger, non ? C'est une manière de se protéger de son anxiété. C'est une manière aussi de se forger une image, l'image qu'il voulait montrer, celle effectivement d'un homme au-dessus des autres. Et c'est cette image qui le poursuivra et qu'il maintiendra toute sa vie. Et c'est aussi l'image qu'il donne à ses héros à l'intérieur de ses différents romans. Est-ce que c'est ça, être un dandy, justement ? Parce qu'on sait que plus tard dans sa vie, il écrira une sorte de traité pour définir ce que c'est pour lui le dandysme. C'est une manière de se protéger, peut-être, finalement ? Oui, c'est une manière de se protéger. Barbé d'Aurevilly écrira un traité sur le dandysme parce que Brumel, qui était le père fondateur du dandysme, était aussi décédé à Caen. Et il avait fait faire des recherches par son ami Trébucien sur les derniers jours de Brumel. Mais il n'est pas complètement dandy parce qu'un dandy n'écrit pas. Un dandy ne fait que se montrer. Un dandy, c'est une personne qui est là pour briller dans le monde, pour briller et être au-dessus des autres, ou tout au moins pour ne pas
ne pas donner pièce, ne pas donner prise, oui, à la critique. Hein. Un dandy, c'est quelqu'un de splendide qu'on doit admirer. Et Barbey d'Aurevilly ne se limite pas à cela. Parce que Barbey d'Aurevilly, par l'écriture, même si c'est une écriture parfois un peu, on pourrait dire, qui relève du dandy, s'offre. Dans son écriture, il se dévoile. Mais alors, on l'a beaucoup critiqué quand même de son temps, justement, pour cette attention à l'apparence, parfois un petit peu ridicule. Est-ce que lui-même, qui était évidemment un personnage très intelligent, avait du recul par rapport à qui il était ? Oui, je pense il ne cesse pas de se moquer de lui-même. Il sait ce qu'il fait. Il sait qu'il se déguise. Et en même temps, il sait qu'il joue un personnage. Mais ce personnage, c'est sa vie. Et on pourrait dire que c'est un homme qui a vécu sa vie en écrivant et en jouant un rôle d'écrivain et de l'écrivain dandy. Il était très très bon dans la polémique. Les meilleurs textes de lui, en dehors de ses romans, sont les textes où il éreinte. Quand il éreinte Victor Hugo en disant que c'est un marchand de larmes. Quand il dit c'est un honneur pour moi que d'être bafoué par Zola, et bon, il y a quelque chose. Il sait bien au fond qu'il y a de la valeur dans les romans de Victor Hugo et dans les romans de Zola. Bien sûr. Mais c'est justement pour ça qu'il sait qu'il faut les démolir. Son modèle, ça va être Byron, le fameux Lord Byron. Oui. C'est toujours du côté de l'Angleterre qu'il va chercher un petit peu quand même ses idoles. Il va chercher du côté de l'Angleterre parce que il est normand, et pour lui, la Normandie et l'Angleterre, c'est lié. Mais c'est aussi parce que il est le jeune adolescent au moment du décès de Byron, qui est le grand héros de l'époque. Il s'identifie à Byron. Il veut être le Byron français. Ils ont des thématiques communes, l'inceste, l'élégance, une inquiétude aussi sur la laideur, assez profonde. Oui, Barbey était persuadé d'être laid. Et c'est le miroir de son élégance. On peut penser qu'il se déguisait justement pour éviter de montrer sa laideur, ou bien encore mieux, qu'il mettait en avant sa laideur pour la sublimer. Et en même temps, on ne peut pas dire qu'il appartienne à une quelconque école, qu'il serait vraiment dans les pas de George Byron. Vous avez appelé votre biographie Barbey d'Aurevilly solitaire et singulier. C'est vraiment le cas. Il n'a pas d'école littéraire qu'il aurait intégrée. Non, il n'a pas d'école littéraire, il ne fait pas école. J'ai appelé cette biographie solitaire et singulier. J'ai repris le titre d'un très bel article qu'avait écrit Françoise Doldo à propos du dandy. Elle disait de dandy solitaire et singulier. Il restera toujours singulier, presque solitaire. Juste à la fin de sa vie, il y aura quand même un certain nombre d'auteurs comme Léon Bloy, comme Octave Mirbeau, qui seront plus proches de lui, mais il ne fera pas école. Et il ne voudra pas faire école. Et je pense que c'est quelqu'un qui ne peut pas faire école parce que s'il faisait école, il ne serait plus ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui se veut profondément singulier. Alors, on a parlé de la proximité entre l'Angleterre et la Normandie. Il faut peut-être dire un mot de son rapport justement à son pays, la Normandie. C'est un écrivain régional, mais c'est pas un écrivain régionaliste. C'est un écrivain d'autant moins régionaliste qu'il a finalement écrit ses romans en décrivant une région dans laquelle il n'allait plus. Tous ces romans qui se passent en Normandie, il demandait à son ami Trébucien, qui était bibliothécaire à Caen, d'aller sur place faire des recherches. C'est comme certains auteurs comme Jules Verne, Zola, que je connais un peu. Zola, il allait lui-même, mais enfin. Voilà, il lisait des guides de voyage. Lui, il avait son ami qui faisait des recherches, mais en même temps, il se sent profondément normand parce qu'il y trouve ses racines. C'est pas parce qu'il n'y va pas qu'il y a laissé, qu'il a coupé avec ses racines. Donc c'est pas un écrivain régionaliste, mais c'est un écrivain qui est ancré dans sa région. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'on peut visiter toujours aujourd'hui un certain nombre de châteaux, de couvents, d'églises qu'il décrit dans ses romans.
Il y a même une anecdote assez étonnante. Il y a quelque temps, c'était la fête le bicentenaire de sa naissance. Et je ne sais plus quelle abbaye les personnes qui organisaient ce bicentenaire avaient voulu faire visiter les personnes qui étaient des aficionados de Barbey d'Aurevilly. Ils ont été demandés à la mère supérieure si on pouvait rentrer là, et elle a dit ah non, pas Barbey, c'est le diable. Oui, c'est vrai que c'est un peu le diable. Donc il est resté quand même. Alors, vous avez parlé de Trébucien. Il faut en dire un mot parce que c'est un personnage très important. C'est un ami d'assez longue date. Ils se rencontrent à l'université, à Caen, après le passage à Paris à Stanislas. Quand Barbey revient à Caen, c'est à ce moment-là à peu près? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Barbey a fait ses premières classes à Saint-Sauveur-le-Vicomte. On ne sait pas s'il a été à l'école d'ailleurs. Après, il a été à Valogne et puis il a été au collège Stanislas pour passer le baccalauréat. Et ensuite, il a fait des études de droit à Caen. À Caen, il fait la connaissance de Trébucien, qui est bibliothécaire à ce moment-là, avec qui il noue une amitié qui sera très longue et notamment qui sera connue parce qu'il y a une correspondance absolument énorme qui, pour autant je me souvienne, fait plus de 300 lettres. Ah bah justement, on peut en écouter un extrait. Vous me parlez quelquefois de l'influence de mes lettres. L'influence des vôtres n'est pas moins grande sur moi. Nos lettres, c'est notre vie vraie. Nul que vous sur la terre ne me connaît, Trébucien. Rien que voir votre écriture me chasse les nuages du front. Je me jette dans les bras de votre amitié. Amitié à l'épreuve de tout, du boulet et de la bombe, et in secula seculorum. Tout à vous dans la vie, et après la tombe. À la vie et à la mort. Une lecture par Alain Cuny. Patrick Avran, on parlera un peu plus longuement de la relation entre ces deux personnages, mais on peut tout de même dire peut-être un tout petit mot, raconter comment Trébucien va être en quelque sorte au service finalement de la gloire et de la littérature de Barbey, jusqu'à un moment de rupture, mais il y a comme ça une espèce d'amitié, mais qui est un petit peu asymétrique, non? Ah, plus qu'asymétrique. C'est-à-dire que Barbey est celui qui joue le grand homme auprès de Trébucien, et il a en face de lui quelqu'un qu'il traite de façon quelque peu méprisante quand même. On n'a pas les lettres de Trébucien. Visiblement, Barbey ne les a pas conservées, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Mais il est condescendant à l'égard de Trébucien. Il lui demande de faire ses courses, donc il lui demande effectivement d'aller vérifier un certain nombre de renseignements. Il lui donne, à la façon d'une espèce de Cyrano raté, des conseils pour séduire une femme qui sont d'une outrecuidance absolument insupportable. Et finalement, ils finissent par se fâcher parce que Barbey veut faire éditer leur ami commun par l'éditeur Maurice de Guérin. Oui, de Guérin, par l'éditeur qui a édité Poulet-Malassis. Et en fait, Maurice de Guérin, c'est le vrai ami, d'une certaine façon, de Barbey d'Aurevilly. C'était le vrai ami dans la mesure où Maurice de Guérin était ce qui n'était pas Barbey, c'est-à-dire un noble de longue date et en même temps quelqu'un qui avait une très grande culture et une certaine sensibilité. Il était sans doute peut-être plus proche de Byron encore que Barbey. Malheureusement, il est mort très jeune. Alors les femmes, ça commence avec une histoire assez malheureuse dans la vie de Barbey d'Aurevilly. C'est le premier amour avec Louise Cantru des Costil, grand amour coupable, puisque c'est la femme de son cousin. Il dira que c'est une des périodes les plus tristes, les plus malheureuses de sa vie à ce moment-là. Les plus tristes ou les plus malheureux, c'est ce qu'il pourra dire après, une fois que la rupture a été consommée. Sur le moment, sans doute pas, parce que c'est effectivement
un amour coupable avec tout ce que ça suppose d'intrigue, de désir, et puis de choses cachées et de découvertes. C'était la femme de son cousin, c'est-à-dire que quand il était à Valognes, il était chez son oncle. Son oncle avait deux fils. L'un, c'était Délestan, qui était un grand ami de Jules Barbet, et un autre qui s'est marié avec cette jeune femme dont il a été amoureux. On ne sait pas jusqu'où les amours ont été consommés. Il y a de fortes chances qu'elles aient été quand même consommées relativement loin, puisque ça a quand même fait scandale et ça a amené une rupture. Mais alors, le sujet justement, Barbé d'Aurevilly et les femmes, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que donc après cette première et assez triste relation, Barbé va à Paris, on est environ en 1833, disons, et puis là, il va vivre dans un monde dont on peut dire qu'il est peuplé de femmes, mais de tout type de femmes. De tout type de femmes. Je ne dirais quand même pas que c'est une triste relation avec sa cousine. C'est une relation interdite. Je pense qu'il ne l'a pas vécu comme quelque chose de triste. Enfin, en tout cas, il n'en parle pas comme ça. D'accord. Après, il a réglé ses comptes avec elle. Ça, c'est autre chose. Il rencontre à Paris, il va dans des salons. Et dans ces salons, il y a des femmes. Et c'est un brillant causeur, c'est un séducteur. Et il rencontre toutes sortes de femmes. Il a notamment le salon dans lequel il sera le plus. C'est une descendante de Joseph de Maistre, lointaine, où il fait la connaissance effectivement d'un certain nombre d'autres femmes, notamment une Madame de Bouglon, avec qui il aura une relation qui ne se concrétisera pas, ce qui lui permettra, là encore, de régler ses comptes par roman interposé. Ce fameux ange blanc. En tout cas, on a l'impression d'une série d'amours impossibles. Alors, soit que c'est lui qui n'est pas aimé, soit que c'est lui qui n'aime pas. Mais en tout cas, il y a une espèce de nœud comme ça autour de cette thématique. Un nœud qu'on retrouve peut-être dans son roman L'amour impossible. Alors, vous en parlez un petit peu dans votre biographie, Patrick Avran. Vous expliquez qu'il a été rédigé entre 37 et 40, que c'est le premier qui a été publié en librairie sans le concours de Trébucien en 1942. Mais quand même, on peut y retrouver un peu l'atmosphère de ces années de jeunesse un petit peu dissolues peut-être à Paris, Patrick Avran. Année de jeunesse un peu dissolue, toute proportion gardée, parce que en même temps, comme Jules Barbet, comme je disais tout à l'heure, tirait le diable par la queue, il ne pouvait pas pousser la dissolution très loin. Il allait quand même au Café à la Mode, au Café de Paris, au Palais Royal. Il y allait beaucoup, il en parlait beaucoup, mais à chaque fois qu'il y allait, c'était quand même un événement. Ses finances ne lui permettaient pas d'y aller autant qu'il en parlait. Patrick Avran, on va continuer à parler de la vie de Jules Barbé d'Aurevilly, peut-être même un petit peu dépassé. Est-ce que vous diriez jusque-là? Oui, alors c'est une notion datée, en effet. Nous disposons d'ailleurs de son acte de naissance. Vincent Debanne, qui a écrit dans ce numéro, rappelle que l'art brut s'invente, entre guillemets, il y a 3/4 de siècle, en 1945, et c'est Jean Dubuffet qui en a l'idée d'un art immédiat et sans exercice. Je cite ici Jean Paulhan, qui a été témoin de cette naissance, et Paulhan poursuit: un art brut, dit-il, le il c'est Dubuffet, un art dont il pense trouver les rudiments chez les fous et les prisonniers. Et il y a une seconde date décisive, c'est 1976, l'inauguration à Lausanne de la collection de l'art brut, qui rassemble des œuvres qui ont été collectées pendant une 30aine d'années par Dubuffet. Mais bon, disons tout de suite que si l'art brut est daté, il ne paraît nullement dépassé. Ou alors, ce serait seulement peut-être au sens où la notion elle-même invitait à son propre dépassement. Jean Dubuffet a toujours refusé de donner une définition stable de l'art brut. D'où la multiplication d'ailleurs des appellations. On parlait naguère d'art des enfants, art brut, art des fous. Et le collectionneur Antoine de Galbert, qui nous a accordé un entretien, dit au fond, peu importe. Aujourd'hui, on parlera plutôt de outsider art, c'est la formule la plus employée, une notion plus large, moins connotée peut-être, mais tout aussi problématique. Car outsider art, l'idée d'extériorité des œuvres, qui est désignée ainsi par rapport au système de l'art, est rien moins qu'évidente. Problématique donc, mais peut-être plus intéressante.
il y a encore une autre notion aujourd'hui, c'est celle qui consiste à articuler la question de l'art brut à celle de la performance en art. Et c'est cette articulation qu'analyse dans notre numéro Alan Weiss, qui est un philosophe et écrivain new-yorkais, qui est un des meilleurs commentateurs, d'ailleurs praticien aussi à l'occasion de l'art brut. Donc ça veut dire que pour vous, il y a une actualité, voire même peut-être une relance de l'art brut. Mais alors du coup, pourquoi avoir choisi comme sous-titre l'impossible retour aux sources? Alors, incontestablement, il y a une actualité. Il est difficile d'échapper à l'art brut ces jours-ci. Il est omniprésent dans ces hauts lieux, ce qu'on pourrait appeler ces hauts lieux déjà traditionnels, comme la Halle Saint-Pierre à Montmartre, où vient de fermer une exposition L'Art Brut japonais 2, qui a eu beaucoup de succès. Mais pas seulement. Le 24 avril, c'est très bientôt, c'est au Mucem de Marseille qu'on pourra voir Un barbare en Europe, qui est une exposition consacrée à Dubuffet lui-même. Et l'art brut s'est même trouvé une sorte d'ancêtre récemment en la personne de Georges Focus, un peintre fou sous Louis XIV. C'est une exposition qui a quitté les Beaux-Arts de Paris pour le musée d'art et d'archéologie de Besançon, où nous pouvons la voir jusqu'au 9 juin. Et je suis sûr, cher Mathieu, que vous êtes allé voir l'incroyable histoire du facteur cheval de Niels Tavernier, qui est sorti l'an dernier, à supposer bien sûr que vos fatigants travaux radiophoniques vous laissent le temps d'aller au cinéma. C'est pas très fatigant. Notons aussi que le cercle de celles qui s'intéressent à l'art brut s'est considérablement élargi. Jean-Loup Bourget, qui nous a proposé ce dossier à Critique, vient de la littérature, des études cinématographiques. Je crois que c'est la force de l'art brut et de ce qu'on appelle l'outsider art que d'être affaire d'amateurs au sens fort, d'amateurs passionnés, comme Antoine de Galbert, que je citais à l'instant, qui a organisé quelques 130 expositions à la Maison Rouge entre 2004 et 2018. Alors c'est sa force, c'est son paradoxe aussi, car en même temps, il faut bien constater que l'art brut est désormais happé par l'institution muséale, comme on dit, comme par le marché. Et son triomphe est paradoxal. Il a été conçu comme une machine de guerre contre les arts culturels. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette charge subversive? La question n'est pas tout à fait nouvelle non plus, mais le boom actuel de l'art brut la rend très aiguë, et c'est donc le moment d'aller y voir de plus près. Alors, pour répondre à votre question, l'impossible retour aux sources, on doit l'entendre en plus d'un sens. D'abord comme un rappel. L'art brut n'a jamais été, sinon mythiquement, un retour à des sources d'avant l'art, mais aussi comme un appel. Et on honore mieux, je crois, le geste de Dubuffet en suivant le flot ou le flux des œuvres et des idées qui en découlent, qu'en restant tranquillement campé à la source. Voilà. Et puis à noter aussi dans ce numéro, on n'a pas le temps de parler de tout, les 2 articles de Varia qui le complètent, celui de Patricia Lombardo qui nous fait redécouvrir Wordsworth, et puis celui de Peter Sandys sur l'écrivain hongrois László Krásznahorkai. Merci beaucoup Philippe, à très bientôt. La compagnie des auteurs, c'est sur France Culture. Nous sommes au premier jour d'une série consacrée à l'écrivain Jules Barbet d'Aurevilly, l'auteur notamment des Diaboliques. Et nous racontons sa vie avec Patrick Avrane, qui lui a consacré une biographie chez l'éditeur Campagne Première. Et pour repartir dans cette seconde partie, on écoute un extrait d'une lettre de Barbet à son ami Trébucien. Il me faudrait un journal à moi dont je serais le maître absolu. Plus tard, vous me verrez dans mes livres. Et encore, je n'écris que parce que je ne puis agir. Portrait dépaysé, je cherche mon cadre. La société est faite de sorte que peut-être ne le trouverai-je jamais. Si je ne l'ai pas d'ici quelques années, vous me verrez réaliser un dessin que je porte dans ma tête bouclée et dandique depuis longtemps. Si je ne puis gouverner un État, au moins je gouvernerai un ordre. Je me roulerai dans un froc de capucin pour y coudre des boutons rouges de cardinal. Quand vous n'aimerez pas tant la conversation des femmes, me disait quelqu'un l'autre jour, quel fier théologien vous ferez. Je le serai peut-être plus tôt qu'on ne croit.
3 romans à vomir, dont un de fait, Bellini, une comédie politique, Alberoni, à mettre au théâtre, encore 3 à 4 grandes intrigues de femmes, mais intrigues mêlées qui valent la peine de jouter. Puis, un petit bout de guerre civile, si Henri V n'est pas un coglionné de prétendants, et je me jette dans l'église. Et vous verrez un saint de ma façon, un véritable empereur du dogme, de la prédication et de la politique romaine, comme on n'en rencontre pas dans le calendrier tous les jours. Vous direz que je ne commence pas par l'humilité. Mon ami, je ris, mais je suis sérieux sous le rire. Faites la part de la plaisanterie, mais faites aussi la part de ce qu'il y a de grave au fond de cette fusée de gaieté. Une lettre de 1850 dans laquelle Barbé d'Aurevilly raconte que s'il n'accède pas à la gloire en littérature, finalement il pourra peut-être toujours faire carrière dans les ordres. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Avrane ? Les lettres qu'il écrit à Trébucien, il a très rapidement pensé que ça pouvait faire une œuvre. Donc, elles sont écrites pour ça quand même. Elles sont écrites pour ça, elles ont été retrouvées, Trébucien les recopiait, ça a fait une œuvre. Prendre à la lettre ce qu'il dit, ça me paraît un peu exagéré. Il n'a jamais, à quelque moment que ce soit, envisagé de rentrer dans les ordres, même si à un moment, effectivement, il a retrouvé la foi, la foi la plus profonde, à partir du moment où il a rencontré une femme qui est effectivement Madame de Bouglon, et qui n'est pas celle, j'ai fait confusion tout à l'heure, c'était Madame de Vallon, celle qui s'était refusée à lui. Et en revanche, c'est Madame de Bouglon qui va être cet ange blanc, et qui va le sortir du dandysme. Peut-être aussi des substances, c'est-à-dire l'alcool et surtout le hashish, ça lui plaisait pas tellement. Et il va retrouver avec elle la foi, sans jamais non plus, à un moment ou à un autre, il envisage de rentrer dans les ordres. Ça, c'était son frère. Mais est-ce qu'il l'a jamais totalement perdu, cette foi ? Ou en tous les cas, le retour semble progressif et il vient de loin quand même. Il l'avait jamais totalement perdu, comme il n'a jamais perdu totalement son nom et son origine. On pourrait dire qu'il l'avait mise de côté, qu'il avait, il s'était drapé dans les habits du dandy, ce qui lui donnait une autre allure que celle d'un saint. Quelle est l'influence de Joseph de Maistre dans ce contexte-là, du retour à la foi ? On sait que son grand livre s'intitule Du Pape, un livre de 1819. L'influence directe, je ne sais pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que il s'inscrit dans tout un mouvement de l'époque, dont on peut dire que celui qui en sera le chantre le plus extrême à la fin de sa vie, ce sera Léon Bloy. Où ce qui arrive, les malheurs qui arrivent à la France, c'est une épreuve de Dieu. C'est notamment ce qu'il dit à propos de la défaite de 70. Mais il y a une relation forte d'ailleurs entre Barbé d'Aurevilly et Léon Bloy. On peut peut-être en dire un mot, Patrick Avrane. Ils se connaissent à la fin de sa vie, c'est-à-dire ils ont, je ne sais plus combien, mais plusieurs dizaines d'années d'écart. L'histoire raconte que Léon Bloy, pauvre R, était parti pour vendre les œuvres complètes de Voltaire pour avoir un peu d'argent, et que sur le chemin, il rencontre son voisin Barbé d'Aurevilly et que celui-ci l'aide, et que c'est comme ça que commence leur relation. Et il y aura de part et d'autre, c'est pas un maître et un élève, mais c'est un mentor quand même un peu peut-être pour Léon Bloy. C'est plutôt un mentor pour Léon Bloy jusqu'à une certaine limite, parce que Léon Bloy était quand même plus austère et plus abrupt que Barbet. Léon Bloy n'a jamais eu de passé dandy. Enfin, ce qu'il faut dire au sujet du catholicisme, c'est que d'abord, le catholicisme, au départ, c'est plutôt intellectuel. Pour Barbé d'Aurevilly, c'est une manière de voir le monde, et puis au fur et à mesure, la pratique va venir
rentrer aussi dans son quotidien. Il y a aussi le fait qu'il est tout de même rédacteur en chef de la Revue du Monde catholique. Il est, pour un homme peu impliqué, un petit peu dans ce cercle-là. Oui, mais c'est une revue qui ne va pas durer très très longtemps. C'est en fait une société catholique qui se fonde à ce moment-là, qui se fonde à partir du salon justement de Madame de Maistre, où leur idée c'est d'avoir cette revue du monde catholique et aussi de vendre des calices, des soutanes, tout le matériel propre à dire la messe. Et je crois que Barbet aura pendant un moment, il sera pas représentant de commerce, mais il essaiera, il voyagera par la France pour soutenir ça. Ça durera pas très longtemps. Ça finira en quenouille et je crois que d'ailleurs le promoteur de cela finira par être emprisonné pour dette. C'est une époque, cette revue est courte. En revanche, Barbet sera toute sa vie journaliste. C'est-à-dire, il sera... Polémiste, c'est-à-dire que c'est un journaliste qui défend ses convictions. Oui, pas uniquement polémiste, c'est-à-dire qu'il est engagé par des journaux aussi pour faire des chroniques théâtrales, des chroniques littéraires. Il est engagé par des journaux de mode. Il est polémiste parce que c'est son être, mais il n'est pas engagé pour être polémiste. Hein. Il aura d'ailleurs à un moment droit à un procès pour diffamation qu'il perdra avec le Figaro, donc il n'est pas resté très longtemps au Figaro. Mais alors quand même, pour revenir un petit peu sur le catholicisme, est-ce qu'on peut pas dire que Joseph de Maistre est son inspirateur? Il pense comme Joseph de Maistre et en même temps il écrit comme Sade, oui. Pour reprendre une expression de votre livre. Absolument, c'est ce qu'on dit de lui. Hein, si je repris ça, c'est effectivement ce qu'on dit de lui. Il pense comme Joseph de Maistre, c'est-à-dire que rien ne peut se faire en dehors de Dieu et que ce qui est le pire de ce qui est arrivé à la France, c'est l'athéisme. Et ce qui est d'ailleurs une de ses plus belles nouvelles, c'est Un dîner d'athées. Pourquoi c'est une de ses plus belles nouvelles selon vous ? Dans les Diaboliques. C'est une de ses plus belles nouvelles dans la mesure où il va là, en dehors de la question de l'athéisme, parce qu'il n'est pas véritablement question de l'athéisme dans ce roman, sinon dans cette nouvelle, sinon que c'est un dîner qui rassemble des athées. Et comme ils sont athées, ils peuvent toucher à ce qui est le plus profond, c'est-à-dire que un de ces athées va finalement donner à un prêtre le cœur d'un enfant mort. Il y a un retournement que met en avant Barbet d'Aurevilly, c'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que finalement l'athéisme, ça n'existe pas. Donc pour vous, c'est tout de même un catholique fervent, quel qu'ait pu être sa vie par ailleurs. Et j'ai envie de reprendre quand même ce terme de dissolu, enfin à un certain moment de sa vie. Oui, dissolu certainement à certains moments, catholique fervent également, oui. Même si ça ne veut pas dire catholique pratiquant, mais profondément. Des auteurs sur France Culture, la Révolution de 1848. Ça nous permet de parler un petit peu de son rapport à la politique. Comment l'a-t-il vécu ? La Révolution de 1848, il ne peut l'avoir vécu que mal. Ce qu'il vivra bien, c'est le coup d'État.
c'est le coup d'État de Napoléon III. Je crois qu'il avait été quand même président d'un club d'ouvriers en 48, qu'il avait vaguement envisagé de se présenter aux élections, non? Oui, il a été à une réunion dans laquelle il a absolument pas compris ce qui se passait. Mais il veut quand même être président. Il voulait être président. C'est pas grave. Enfin, faute de pouvoir être roi. Non, il a soutenu le Second Empire tant que le Second Empire faisait une politique d'ordre. Oui, c'est ça. En fait, c'est un homme d'ordre. C'est un homme de la rigueur et de la verticalité. Absolument. Alors, 1852, par contre, c'est aussi le moment où Barbey rencontre Baudelaire. On peut peut-être dire un mot sur cette relation et sur ce qui fait que finalement, je le disais en introduction, il va se sentir du côté de Baudelaire et pas du côté de Victor Hugo. Profondément, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça signifie? Est-ce que c'est le dandy aussi qu'il aime chez Baudelaire, le dandy sans le sou? Non, je pense que Jules Barbey d'Aurevilly est un homme de lettres, profondément. C'est un homme qui a vécu de l'écriture et qui savait reconnaître le talent des écrivains. Et enfin, Victor Hugo tout de même a un peu de talent. Oui, mais puis il y en a d'autres qu'il critiquait vertement. Oui, mais il y a quelque chose de la proximité. Oui. C'est-à-dire qu'il était capable de dépasser ses inimitiés sur le fond pour reconnaître la valeur du texte. C'est-à-dire qu'il était capable de partir en croisade pour sauver Baudelaire, comme il a été pour Flaubert, alors que il n'est pas forcément tout à fait de même opinion politique. Sur Flaubert, il a été quand même aussi assez dur. Oui, il a toujours soutenu Flaubert. Il y a deux choses, c'est-à-dire que il n'a pas soutenu Flaubert parce que il le considérait comme homme, quelqu'un qu'il ne fallait pas soutenir, mais il a soutenu son écriture. Il a soutenu les romans de Flaubert. Il regrettait simplement qu'il mette son talent au service de causes qui n'étaient pas les siennes, on pourrait dire ça comme ça. Alors, l'Ange Blanc, reparlons-en un petit peu, parce que c'est tout de même une très très longue partie finalement de la vie de Barbey d'Aurevilly. C'est la baronne Émilie Hortense de Bouglon. Quand ils se rencontrent, elle a 32 ans. Elle est veuve, elle est mère de 2 enfants. Ils se rencontrent justement dans le salon de Madame de Maistre. Et donc, vous nous l'avez expliqué, elle va devenir sa compagne de cœur. Vous expliquez que finalement, avec cette femme, Barbey reconnaît davantage un maître qu'une maîtresse en réalité. Il y a quelque chose aussi à apprendre pour Barbey d'Aurevilly de cette femme qui est pourtant bien plus jeune que lui. Elle a 10 ans de moins que lui. Elle a ce côté maternel, bien qu'elle soit plus jeune que lui, qu'il n'a pas connu avec sa propre mère. C'est elle qui va lui dire ce qu'il faut faire, qui va, comme il dit, elle a mis ses gants dans mon verre, ce qui m'a empêché de boire. Elle va lui dire d'aller revoir ses parents. Elle va être plus effectivement son maître que sa maîtresse. D'ailleurs, on ne sait pas si elle n'a jamais été sa maîtresse, au sens où on l'entend aujourd'hui. Elle a été sa compagne. Mais c'est une compagne, et c'est sans doute la seule compagne qu'il ait eue. C'est-à-dire une compagne bienveillante. Il ne l'a jamais maltraitée comme il maltraite les femmes dans ses romans, et comme peut-être il a maltraité quelques-unes des maîtresses qu'il ait eues. Il était aussi voué à certaines relations avec, comme il dit, les mérétrices, c'est-à-dire on l'a retrouvé notamment dans une chambre avec 2 prostituées. Ça fait partie de la petite histoire. Mais avec Madame de Bouglon, il n'y a pas du tout cette relation-là. Et ça sera une relation qui l'apaisera. Et pourtant, une relation qu'il va mettre en concurrence avec une autre personne quand il rencontre en 1879 chez Coppée Louise, alors on dit Reed à l'anglaise, R-E-A-D.
Moi, je dis Red, mais je ne sais pas. Je pense que je crois qu'on dit Louise Red. Ouais, donc ça, c'était une admiratrice. C'était une admiratrice. Il n'a pas du tout eu la même relation avec elle. Louise Red, elle a un peu le rôle qu'a eu Trébuchet aussi avec elle, c'est-à-dire il l'utilisait. C'était sa groupie. Il trouvait qu'elle lui écrivait un peu trop d'ailleurs, une lettre par jour. Elle lui écrivait un peu trop, mais en même temps, il commençait à être vieux et fatigué. Elle lui faisait ses courses et elle l'accompagnait dans ses voyages en Normandie. Il ne pouvait pas aller tout seul. C'est pas du tout la même relation qu'avec Madame de Bouglon. On peut pas dire que c'est une relation véritablement amoureuse qui se soit nouée entre eux. En tout cas, c'est ce que je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi des romans 1851 ? Tout ça, on est quand même assez avancé dans la vie de Barbey d'Aurevilly. C'est la publication d'une vieille maîtresse, très grand roman. Est-ce que c'est une sorte d'apogée disons qu'on a le sentiment d'une carrière très ascendante qui continuera ensuite avec Les Diaboliques. En même temps, c'est une carrière ascendante pour la publication, parce que la plupart des romans de Barbey n'ont pas été publiés au moment de son écriture. Et il a été découvert plutôt à la fin de sa vie. Alors, Une vieille maîtresse, c'est un très grand roman dans la mesure où aussi il part d'une histoire qu'il a vécue avec une femme qui s'appelle Vélini, et il est question de l'amour, je dirais, de l'amour addiction. Une vieille maîtresse, ça peut s'entendre à la fois comme l'addiction à une femme ou l'addiction à une substance. Et on peut lire les deux dans ce livre. Et quel va être son succès alors ? Parce que vous avez expliqué qu'il avait tiré le diable par la queue toute sa vie. Quand même, quand il s'approche de la fin, c'est un grand écrivain très reconnu. C'est un écrivain reconnu. Très reconnu, je ne sais pas, mais en même temps, c'est un écrivain qui a toujours souhaité fabriquer sa propre œuvre. Notamment, il n'a jamais donné les droits de ses articles aux journaux. Il a toujours voulu conserver les droits, et notamment à la fin de sa vie, il y a eu un certain nombre de volumes qui sont parus et qui ont collationné tous ses articles. C'est-à-dire qu'il s'est constitué sa propre bibliographie. Il est enterré au cimetière du Montparnasse en avril 1889, sans croix sur sa tombe. Louise Reed n'avait pas jugé utile qu'il y en ait une. Merci beaucoup Patrick Avrane. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, écrivain spécialiste des rapports entre littérature et psychanalyse, et puis auteur du livre Barbey d'Aurevilly, solitaire et singulier, aux éditions Campagne Première. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Jean Frédérix. Merci également à Anne Brûlant pour son aide précieuse à la phonothèque de l'INA. Demain, pour la suite de cette série Barbey d'Aurevilly, nous serons en compagnie de Pierre Glaude qui nous présentera les grands axes pour permettre une meilleure compréhension de son œuvre. Mais tout de suite, on retrouve Jacques Bonafé pour ses lectures de poésie. Bonjour la compagnie. C'est beau les regrets. Mais si, c'est... Oui, bien sûr, il y a Piaf et sa réponse automatique, politique, autoritaire. Moi, je ne regrette rien. N'empêche, c'est beau, du bel lait, les regrets. Vous verrez, on y reviendra. Les regrets. Moi, c'est arrivé d'un coup, ça, à lire tout ce qui tombait d'envoi, chaque éditeur proposant 3 ou 4 livres. La poésie se porte belle au printemps. Donc, pour s'accorder, lire, élire, relire et devoir élire, blessé peut-être soudain, besoin de reprendre mes marques. Les regrets, j'ai crié, les regrets. Et j'ai fermé tout le reste, ces journaux ordinaires coupés au gabarit poème, retour à la ligne et petit paquet bien rangé. Mais sans océan derrière, heureux qui comme Ulysse, aucune image, alors... Les regrets, comme pour contenir toute la poésie. Allons-y. Joachim du Bellay, Les regrets, à Monsieur d'Avançon, conseiller du roi, en son privé conseil. Si je n'ai plus la faveur de la muse, et si mes vers se trouvent imparfaits, le lieu, le temps, l'âge où je les ai faits,
et mes ennuis leur serviront d'excuse. J'étais à Rome, au milieu de la guerre, sortant déjà de l'âge plus dispos, à mes travaux cherchant quelque repos, non pour louange ou pour faveur acquère. Ces travaux, ils parlent sans doute de défense et illustration de la langue française écrite quelque temps auparavant. Il est donc à Rome, exilé. Ainsi voit-on celui qui sur la plaine pique le bœuf ou travaille au rempart se réjouir et d'un vers fait sans art s'évertuer au travail de sa peine. Celui aussi qui dessus la galère, là c'est à prendre en son sens actuel la galère, avec sa métaphore de café, celui aussi qui dessus la galère fait écumer les flots à l'environ, ces tristes chants accordent à l'aviron pour éprouver la rame plus légère. Ah, c'est beau, non? C'est bien les regrets, ça fait... Une voix grave et bienveillante se penche par-dessus mon épaule, me dit « Ça y est, t'as trouvé tes marques ?» Oui, je commence à reprendre mes marques. Ça fait du bien de se plaindre sur papier, se plaindre par autrui. Ceux qui sont amoureux, leurs amours chanteront. Ceux qui aiment l'honneur chanteront de la gloire. Ceux qui sont près du roi publieront sa victoire. Ceux qui sont courtisans, leur faveur vanteront. Ceux qui aiment les arts, les sciences diront. Ceux qui sont vertueux, pour tels se feront croire. Ceux qui aiment le vin, deviseront de boire. Ceux qui sont de loisirs, de fables écriront. Ceux qui sont médisants se plairont à médire. Ceux qui sont moins fâcheux diront des mots pour rire. Ceux qui sont plus vaillants vanteront leur valeur. Ceux qui se plaisent trop chanteront leurs louanges. Ceux qui veulent flattés feront d'un diable un ange. Moi qui suis malheureux, je plaindrai mon malheur. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisez cette semaine des extraits des regrets de Joachim du Bellay. France Culture, l'esprit d'ouverture. Saison 2019-2020 de l'Auditorium de Radio France. Emmanuel Krivine, Nico Franck, Ricardo Muti, Martha Argerich, Renaud Capuçon, Marie-Nicole Lemieux, Leonardo Garcia Alarcon, Myung-Won Chung, Martina Batic, Mathias Görle, Carole Mosakowski, Quatuor Diotima, Barbara Hannigan, Sophie Janin, Sergueï Babayan, Alain Planès, Andy Emler, François-Frédéric Guy, Bertrand Chamaillou, Patricia Tchofi. La nouvelle saison des concerts de Radio France est ouverte. Brochures, abonnements et réservations, maisondelaradio.fr. Entrée au cœur du concert. Une carrière de femme flic exceptionnelle, Martine Monteil a voix sur France Culture au fil de 5 entretiens. Au niveau des subordonnés, finalement, ça s'est assez bien passé, c'est-à-dire qu'ils vous testent un peu au début. Quand on est une femme, il n'y a pratiquement pas de femmes dans l'active. Première femme commissaire à la tête de la brigade des stupes, puis la mondaine, la brigade de répression du banditisme et la célèbre crime, patronne de la PJ avant de devenir préfète, celle qui a toujours aimé l'action nous entraîne avec elle dans les coulisses d'un métier où elle a su imposer sa propre marque. Martine Monteil, à voix nue, de lundi à vendredi à 20h et sur franceculture.fr. Dans une heure sur France Culture, vous retrouverez LSD, la série documentaire consacrée cette semaine au punk. Et sans transition, c'est Nicolas Martin que nous retrouvons pour la méthode scientifique. Oui. Nicolas Martin, vous avez la main verte aujourd'hui, m'a-t-on dit. Oui, et puis un peu punk aussi, ça marche. Un peu punk aussi, exactement. À demain, Mathieu. À demain.